Et si la réalité, celle qu'on vit tous les jours, n'était en fait qu'une construction, une sorte de film intérieur? Comment on fait la différence entre ce qu'on perçoit et ce qui est vraiment? Ah, c'est la grande question, n'est-ce pas? Cette frontière un peu floue entre notre perception et une possible réalité objective. C'est ça. Et aujourd'hui, on va explorer cette question vertigineuse. On va s'appuyer sur trois approches assez différentes. Platon, bien sûr, avec son allégorie de la caverne. Un classique incontournable, hein. Ensuite, Aldous Huxley et ses portes de la perception, son exploration de la conscience. Et puis, quelque chose de plus récent, les neurosciences, avec Anil Seth et son livre Being You. Exactement. L'objectif, c'est de voir comment notre perception, qui est souvent limitée, filtrée, sans même qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, eh bien comment elle façonne notre expérience du monde. On va essayer de croiser ces regards. Alors commençons par Platon. Cette image de la caverne, elle est très forte. Des prisonniers, là depuis toujours, qui ne voient que des ombres projetées sur un mur. Oui, et pour eux, ces ombres, c'est tout. C'est la seule réalité qu'ils connaissent. Ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir autre chose derrière. Et la leçon de Platon, c'est C'est une mise en garde en fait. Ce qu'on prend pour la réalité évidente, le bon sens, ça pourrait bien être juste les ombres de notre propre caverne mentale. Une caverne façonnée par notre culture, nos habitudes, nos croyances. ce qu'on croit être vrai ne serait qu'une projection en somme. C'est un peu l'idée, oui. Une interprétation limitée qu'on prend pour le tout. Du coup, ça invite à remettre en question nos certitudes. À essayer de regarder un peu au-delà de nos propres ombres. Absolument. C'est un appel à la curiosité intellectuelle, à chercher d'autres points de vue, à ne pas s'enfermer dans ce qu'on croit déjà savoir. Essayer de sortir de la caverne en quelque sorte. Et cette idée de perception limitée, euh, on la retrouve chez Huxley, mais d'une manière assez différente, non? Lui, il expérimente avec la mescaline. Oui, c'est une approche beaucoup plus expérientielle. Dans Les portes de la perception, il décrit comment cette substance a semblé lever des filtres. Il parle d'une réalité soudainement beaucoup plus riche, intense, presque écrasante. Comme si le cerveau, normalement, nous protégeait de trop d'informations. C'est exactement ça. Huxley parle du cerveau comme d'une valve réductrice. Son rôle principal serait de nous protéger du flot immense de données qui nous parvient à chaque instant pour ne laisser passer que ce qui est utile à notre survie immédiate. Une version très simplifiée du monde, donc. Voilà, pratique, efficace pour naviguer au quotidien, mais qui nous coupe d'une grande partie de la richesse du réel. Ces fameuses portes de la perception, elles sont généralement bien verrouillées. Ça donne un peu le vertige de penser à tout ce qu'on rate, peut-être. Est-ce qu'on peut les entr'ouvrir un peu, ces portes, sans forcément passer par des substances égogènes? Huxley des suggère, oui, des pratiques comme la méditation de pleine conscience, par exemple, ou simplement l'attention portée à l'art, à la musique, à la nature, mais une attention non jugeante, plus sensorielle, moins conceptuelle, Essayer de voir les choses comme elles sont, avant de les étiqueter. en quelque sorte, oui, desserrer un peu l'étau de nos habitudes perceptives. Et puis, on arrive à Anil Seth, le neuroscientifique. Lui, il va encore plus loin. Il parle de la conscience comme d'une hallucination contrôlée. Le mot est fort quand même. Hallucination. Il est fort, c'est vrai. Mais c'est pour marquer les esprits. L'idée, c'est que le cerveau ne fait pas que recevoir passivement des informations du monde extérieur, comme une caméra. Non. Non, il prédit activement ce qu'il s'attend à percevoir en se basant sur nos expériences passées, nos modèles internes du monde et les signaux sensoriels qu'il reçoit. Ce qu'on ressent comme réel, c'est la meilleure estimation que notre cerveau arrive à faire. Donc, euh, même la sensation que j'ai, là, de mes mains sur la table, cette solidité, c'est une construction de mon cerveau. Pas une propriété directe que je capte. Selon cette théorie, oui. C'est une interprétation incroyablement stable et utile, bien sûr, mais ça reste une interprétation générée par notre cerveau, basée sur des signaux électriques et chimiques indirects. Ce n'est pas une photographie fidèle. C'est assez déstabilisant. Ça peut l'être. Mais l'implication intéressante, c'est de développer ce qu'on pourrait appeler une métaconscience, c'est-à-dire la capacité d'observer nos propres pensées, nos émotions, nos réactions, sans forcément les prendre pour la réalité ultime. De réaliser, ah tiens, là je suis en train de penser ça, ou je ressens telle émotion, plutôt que d'être complètement absorbé dedans. Exactement. C'est reconnaître l'interprétation qui est en train de se faire, voir le processus. Alors, si on essaie de relier tout ça, Platon, Huxley, Seth, qu'est-ce qui ressort?
Malgré leurs différences d'approche, philosophie, expériences psychédéliques, neurosciences, il y a un message commun assez puissant qui émerge, je trouve. Lequel? L'idée qu'il n'y a probablement pas une seule réalité absolue objective à laquelle on aurait un accès direct et total. On vit plutôt dans des mondes, interprétés, construits par nos filtres perceptifs, nos attentes, notre biologie même. Et ça, au fond, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, si. Ça pourrait être même libérateur. Comment ça? Bah, si notre expérience est une construction, alors en prendre conscience, ça nous donne peut-être une marge de manœuvre. Si on comprend mieux nos filtres, nos programmes, on peut peut-être agir dessus, non? Modifier notre expérience du monde. Tout à fait. C'est là que ça devient intéressant. Prendre conscience des limites de notre perception, c'est peut-être le premier pas pour les élargir, ou au moins pour naviguer plus consciemment à l'intérieur. Hmm. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion pour chacun peut-être. Si notre réalité est, au moins en partie, cette hallucination contrôlée dont parle Seth, alors jusqu'à quel point les limites qu'on perçoit dans nos propres vies, ce qu'on croit pouvoir faire ou ne pas faire, nos possibilités, sont-elles des murs bien réels ou juste les bords de notre propre caverne mentale? Ah oui, qu'est-ce qui se passerait si on commençait à douter un peu plus de ce qu'on tient pour absolument certain? Sur nous-mêmes, sur le monde? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait changer? C'est une piste de réflexion assez vertigineuse mais potentiellement très riche.